Bonjour à tous. Lors des préparatifs de la venue de Madame la ministre de l'économie forestière à Nantes, un des sujets que Madame la ministre a souhaité aborder, c'était le partage de production et la possibilité d'avoir un échange en side event avec un certain nombre de partenaires, de sociétés, sur sa vision et ce projet qui n'est pas un projet, puisque c'est une réalité, de mise en œuvre du partage de production en République du Congo. Alors, je ne sais pas si on n'a pas pris beaucoup le temps, Madame la Ministre, et vous m'excuserez, de préparer cet échange. Vous souhaitez un échange avec la salle après le speech que vous allez faire, d'accord? Donc je comprends qu'il y aura une session de questions-réponses. C'est le plus important à savoir. À partir de là, on ne s'est pas donné de temps. On n'a pas prévu de séance après celle-ci, de manière à pouvoir déborder, parce que même dans les séances qui sont calées, on déborde. Donc, on a décidé de ne pas se donner de limite. Si la séance doit durer 20 minutes, elle durera 20 minutes. Et si elle doit durer 2 heures, elle durera 2 heures. Tout dépendra de la volonté de Madame. Et de l'intérêt de l'auditeur, mais voilà. Merci. Merci infiniment, Benoît. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là et merci encore à la TVT de nous avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous, vous qui êtes nos partenaires dans le bassin du Congo. On va parler donc du principe de partage de production, effectivement, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'aimerais d'emblée vous dire que ce n'est pas une volonté de Madame Matondo Rosalie, mais une volonté politique de notre pays. C'est depuis 2016, donc sur la base du programme de société présenté au peuple congolais, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé que nous devons faire des réformes dans le secteur forestier et minier pour aller vers ce que nous faisons dans le secteur pétrolier, à savoir le partage de production. C'est en ce moment-là que nous, en tant que ministère sectoriel, nous avons commencé donc le travail de voir quelle était la faisabilité de cette instruction de notre chef de l'État, comment on pouvait mener donc la réflexion sur un principe de partage de production dans le secteur bois. Et c'est en ce moment-là que nous avons décidé de rechercher un partenaire technique avec lequel nous avons l'habitude de travailler au Congo, donc FRM, qui connaît bien donc la situation de nos forêts, qui a fait de nombreux plans d'aménagement de nos partenaires. Et donc c'est à cette société, sur une base d'une convention de gré à gré, que nous avons confié donc cette étude sur les modalités de partage de production. Alors, effectivement, pour parler de partage de production, nous devons d'abord savoir quelle est la ressource que nous avons dans nos forêts. Et la République du Congo, vous le savez, depuis 2000, avait engagé donc l'aménagement forestier avec un centre national d'inventaire et d'aménagement forestier, le SNIAF, qui fait donc les inventaires forestiers. Et donc la ressource est connue. Et chaque année, comme vous le savez d'ailleurs, je ne vais pas vous le rappeler, chaque année, nous donnons un volume annuel d'exploitation aux partenaires qui sont en convention avec nous. Et l'étude, ce que l'étude nous a montré, c'est en effet les résultats de cet inventaire, c'est que la possibilité de la forêt congolaise est de 8 millions de mètres cubes de bois qu'on peut valoriser dans nos forêts, à savoir qu'il y a beaucoup, vous le savez d'ailleurs, il y a beaucoup d'essences qui ne sont pas valorisées à ce jour. Et la République du Congo, donc avec ses 23,5 millions d'hectares de forêt, à 15 millions d'hectares de forêt de production. Ces 15 millions d'hectares de forêt de production, c'est une soixantaine d'entreprises forestières, de concessions forestières, qui ont donc des unités forestières d'aménagement. Les plus grandes unités forestières d'aménagement sont de l'ordre de plus d'1 million d'hectares. Et donc, nous avons des sociétés certifiées. Nous avons la partie sud
des sociétés qui ne sont pas certifiées, qui ne sont d'ailleurs pas aménagées. Et nous, dans cette réforme que nous avons entreprise dans le nouveau code forestier, nous voulons désormais d'abord, que toutes les sociétés forestières soient aménagées et ensuite que ces sociétés forestières aillent vers la certification forestière. Le deuxième principe très important, la deuxième réforme, concerne donc l'interdiction de l'exportation de grumes. Et là aussi, vous le savez, la partie sud, avec surtout nos partenaires asiatiques, donc, qui avaient toujours tendance à exporter plus les grumes qu'à les transformer sur le territoire national. Donc ça, c'est une réforme qui concerne tous les pays de la sous-région. Donc nous avons décidé que les technologies viennent vers les pays et qu'il y ait la tendance de la transformation plus poussée du bois. Vous le savez également que le rendement matière est très faible. On parlait dans notre sous-région de 30% de rendement matière, 30-35%, ce qui est très faible. Mais aujourd'hui, nous voyons, j'ai même visité tout à l'heure, le système d'aboutage que j'adore. Et ce système-là fait qu'avec des partenaires comme l'Equala Timber, qui ont commencé ce système depuis longtemps, ils sont aujourd'hui à 98% de rendement matière. Et nous pouvons aller plus, nous pouvons le faire plus encore si nous avons la volonté d'aller vers cela. Donc, nous avons aussi le fait que le marché national, le marché local aujourd'hui n'est pas pourvu du bois légal. Parce que tous les partenaires que nous avons ont tendance plutôt à avoir des marchés extérieurs vers l'exportation. Le bois va vers l'exportation et le marché national n'est pas pourvu du bois local. Aujourd'hui, c'est important pour le Congo d'avoir un marché local qui est approvisionné avec du bois légal. Donc voilà toutes ces conditions qui font que le Congo va vers le partage de production. Pour répondre au fait que nous devons avoir une part de l'État qui réponde à la demande de ce que nous avons dans les pays de notre continent déjà, c'est surtout ça. Il y a des pays non forestiers qui demandent souvent le bois du Congo, mais nous, en tant que pays, nous n'avons pas la ressource à mettre à disposition de nos partenaires, donc les pays frères. Deuxièmement, nous voulons assurer sur le marché local un bois légal qui soit aussi accessible. Parce que si les artisans congolais n'ont pas la possibilité d'avoir du bois, effectivement, ça sera difficile. Ils vont continuer donc à faire la valorisation du bois illégal. Ensuite, nous avons aussi les zones économiques spéciales. Donc, le Congo a décidé de faire les zones économiques spéciales. Nous en avons 4. Donc, nous avons au nord 2 zones économiques spéciales, une zone à Brazzaville et une zone à Pointe-Noire. Et nous voulons que ces zones économiques spéciales soient effectivement des centrales d'achat, comme d'ailleurs Nkok, que vous connaissez. Nkok a eu du mal à démarrer, ça a pris 8 ans ou 9 ans, mais avec donc l'expérience du Gabon, nous pensons que nous pouvons donc aller vers la promotion de nos zones économiques spéciales en mettant en place des systèmes donc, de centrales d'achat grumes pour permettre aux non-concessionnaires d'avoir la ressource qui est le bois. Parce que effectivement, avec la politique menée depuis 2000 dans nos pays, les concessionnaires sont également des industriels. Donc les deux métiers ont été combinés. Aujourd'hui, nous pensons réellement, et l'exemple du Gabon le démontre bien, on n'est pas obligé d'être concessionnaire pour être un industriel de bois. Donc nous voulons aussi là qu'il y ait une ressource mise à disposition des partenaires qui viennent uniquement pour la transformation du bois et donc des industriels qui peuvent être positionnés dans ces zones économiques spéciales. Alors donc voilà un peu ce qui a emmené le Congo donc, dans le nouveau code forestier. Il y a d'autres réformes liées à la prise en compte des problématiques nouvelles comme la RED+, des problématiques comme des paiements pour services environnementaux et la prise en compte du carbone forestier dans ce nouveau code forestier, les plantations forestières. On a légiféré également sur les plantations forestières. Certainement que vous avez entendu que nous avons eu une grande convention
un grand partenariat avec Total Energy qui est venu au Congo pour faire 40 000 hectares pour des compensations carbone pour ses activités d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans le cadre de ce grand programme national d'afforestation et de reboisement lancé par le Congo depuis 10 ans, nous avons voulu là aussi légiférer dans le cadre de ces plantations pour aussi savoir à qui appartient finalement, si jamais quelqu'un vient investir dans le cadre des plantations, à qui appartient le carbone forestier qui est séquestré ou les crédits carbone qui sont générés par le partenaire. Donc la loi a été prise, a été promulguée. Donc le 8 juillet, la loi, c'est la loi du 8 juillet 2020, a été promulguée le 8 juillet 2020. Et donc là, nous avons, comme je vous l'ai dit, dans cette même loi, on avait signifié une étude devait être menée pour les modalités de partage de production. L'étude devait nous montrer donc la ressource d'un côté et puis voir si réellement c'était possible de faire, d'initier un principe de partage de production entre le concessionnaire, donc qui est le gestionnaire de la ressource, parce que il faut l'avouer, nous avons confié la gestion à une société forestière, à nos partenaires qui font la gestion, et c'est même pourquoi ces partenaires ont la certification. Donc nous n'allons pas perdre cet avantage. Donc les concessionnaires resteront les gestionnaires de ces écosystèmes forestiers et la part de l'État se fera, le partage des parts se fera au niveau des parcs à bois. Et puis, donc, la part du Congo ira, comme je l'ai dit, dans les zones économiques spéciales. Donc, la loi numéro 33-2020 du 8 juillet 2020 a été promulguée. Et ensuite, nous avons mené donc l'étude avec le FRM. La conclusion de l'étude, effectivement, disait que oui, on peut faire le partage de production et aussi, on peut aussi améliorer l'exploitation avec des nouvelles essences, la promotion de nouvelles essences que nous avons dans nos forêts. Effectivement, les partenaires que nous avons traditionnels se disent, oui, on n'a pas de marché pour ces essences-là, c'est la grande crainte qu'ils évoquent, mais je pense que nous tous, nous sommes au courant que les plans d'aménagement nous démontrent de toutes les façons, malgré les longues rotations de nos plans d'aménagement avec les longues rotations, malgré cela, nous n'aurons plus dans nos forêts des quantités de sipo, de sapéli ou de koumé. Donc nous sommes obligés, je pense, c'est le moment où nous devons valoriser d'autres essences, lesquelles je ne peux pas vous les dire aujourd'hui, mais si nous avons la volonté tous, je disais tout à l'heure quand j'étais en train de faire les visites avec nos amis que moi je rêve d'un moment où on va avoir un laboratoire de caractérisation de ces bois-là pour que nous puissions le mettre sur le marché. De toutes les façons, j'ai visité ici en Europe aussi des usines qui font des parquets, toutes sortes de produits débités ici en France avec 2 espèces. Donc nous aussi, je crois qu'avec la multitude des espèces, et je viens de visiter aussi le stand du Gabon, qui me dit, eux aussi, ils sont partis de cette vingtaine d'espèces qu'on valorisait hier. Aujourd'hui, ils sont à 54 essences qui sont valorisées dans la zone économique de Nkok. Je crois que si nous avons la volonté d'aller vers la connaissance de nos espèces qui sont dans nos forêts, je pense que nous pouvons trouver le marché pour ces espèces-là et surtout aussi pour le marché local. Nous n'avons pas besoin des espèces connues comme le sapéli, l'olimba, qui sont dont la promotion a été déjà faite depuis des années, depuis plus de 50 ans dans les autres pays. Aujourd'hui, le Congo, 60% de la valorisation des espèces au Congo concerne le sapéli et l'okoumé seulement. Donc nous, les attentes que nous avons, c'est effectivement connaître, d'abord nous-mêmes connaître les caractéristiques de ces bois et ensuite nous pouvons les proposer au niveau national et à l'international. Donc le partage de production prévu par l'État permettra donc de rendre d'abord ce service majeur qui est de pouvoir le marché intérieur en produits ligneux mais légal, d'origine légale. Ça permettra aussi
de faire la promotion de nos artisans et les utilisateurs de bois, de s'approvisionner dans des lieux sûrs qui sont des zones économiques spéciales. Ensuite, le partage de production va stimuler, comme je l'ai dit, la transformation plus poussée du bois, grâce donc à l'invitation que nous faisons à cette autre partie de notre filière, les industriels qui peuvent s'installer sans avoir des concessions forestières. Voilà. Donc, nous, dans la mise en œuvre, donc, il est prévu de mettre en place un service national de gestion de cette part de l'État, et les modalités feront l'objet d'une loi, et ça a été écrit dans le Code forestier. Les modalités de partage de production feraient l'objet d'une loi que nous allons promulguer après les multiples consultations que nous avons eues pour recueillir les avis de toutes les parties prenantes. Donc nous avons été à l'Assemblée nationale, nous avons fait des présentations avec la société civile, le secteur privé, la commission nationale sur l'environnement et économique et social, oui, notre commission nationale économique et sociale. Nous avons fait, donc là il reste la dernière étape, c'est le groupe interministériel, une commission interministérielle mise en place par le Premier ministre, où nous allons, il y a une task force économique, ouais, c'est ce que il y a une task force économique, nous avons fait la présentation, donc il reste maintenant au niveau du groupe interministériel de faire cette présentation avant qui va déboucher donc sur la proposition de la loi qui va définir les modalités réelles de partage de cette production avec nos partenaires. Voilà, Benoît, ce que je pouvais dire sur cette loi. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous restons ouverts à une quelconque discussion. Nous sommes ouverts à la discussion aujourd'hui ou après. Nous serons toujours ouverts à cette discussion avec nos partenaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame la Ministre. Oui, je suis avec mon directeur de cabinet, donc nous sommes là pour répondre à vos questions. D'accord. Je pense qu'il y a pas mal de questions que nombre de personnes voudront poser. Bon, il y en a une qui est à la base de toute réflexion. C'est comment garantir, assurer l'avenir de la gestion durable dans ce nouveau contexte. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse? Alors évidemment, on imagine que les engagements de Madame la Ministre ne vont pas changer parce que la loi va changer. Mais comment articuler la loi avec cette nécessité de gérer durablement les forêts et de ne pas soumettre, on va dire, la ressource à une pression peut-être que certains pourraient juger importante? Oui, je pense que c'est connu de tous nos partenaires comment se fait la gestion durable de nos forêts. Je voulais rappeler ici que le Congo est à 1 800 000 mètres cubes d'exploitation depuis les années 70. Depuis les années 70. On avait la capacité de faire plus que cela. On avait la possibilité de faire plus que cela. Mais le Congo, jusqu'à ce jour, est à 1,8 million de mètres cubes. Je vous ai dit que la possibilité, selon l'étude menée par FRM, la possibilité, on ne va pas prendre cette possibilité, ce n'est pas parce que j'ai dit que la possibilité de forêt identifiée à travers les plans d'aménagement nous donne la possibilité de 8 millions que demain, nous allons nous mettre à couper les 8 millions de mètres cubes. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais à l'intérieur de cette possibilité, je pense que nous pouvons trouver des essences à promouvoir. C'est ça. Deuxième chose que je viens de dire, c'est que les sociétés forestières vont rester les gestionnaires des concessions. Les sociétés forestières que nous avons, nos partenaires, vont rester les gestionnaires des concessions. Et l'État, de l'autre côté, va donc payer ce service, va payer le service de cette gestion. Et même, comme je dis, que le bois va être récupéré au niveau des parcs à bois, donc le coût de cette opération est payé. Donc je pense que nous n'allons pas mettre en péril ces avancées du Congo
dans le cadre du leadership que nous avons en termes des nombres de concessions aménagées, de nombre de concessions certifiées. C'est pourquoi aussi je vous ai dit, nous allons exiger que tous les partenaires, toutes les concessions forestières soient aménagées et aillent vers une certification. Et ça, c'est la grande bataille. Nous avons même commencé déjà à faire des lettres de mise en demeure de certaines sociétés qui ne respectent pas effectivement ces valeurs-là que nous défendons depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup. Alors, il y a une première main qui se levait au fond, puis ensuite donc Benoît de Marquez, Georges Acquois, Jean-Louis Doucet. On commence par ce panel de 4 questions. La première question. Je me présente d'abord. Je suis M. Banrico Badio Stéphane, de nationalité camerounaise. Je vais d'abord demander vraiment à l'Assemblée qu'on applaudisse beaucoup pour Madame le ministre, parce qu'elle a vraiment décortiqué plus qu'un forestier, parce que même un forestier ne pouvait pas décortiquer comme Madame le ministre a décortiqué. Je pense qu'elle est bien entourée. Elle a vraiment des gens valables autour d'elle qui font du bon boulot, parce qu'elle a vraiment décortiqué tout ce qui se passe. Vraiment, veuillez encore applaudir Madame le ministre. Merci vraiment. beaucoup. Merci pour le compliment. Merci. Ouais. Lorsque quelque chose est bien fait, il faut accepter que c'est bien fait. Madame le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la zone économique spéciale de Nkok. On dit qu'il n'y a pas honte à apprendre ce qui est bon. J'ai exploité la forêt pendant 18 ans au Gabon, je suis exploitant forestier, 18 ans au Gabon, et je pense que vraiment les pays de la zone CEMAC doivent suivre l'exemple du Gabon. La zone spéciale Nkok a réveillé le secteur bois en Afrique centrale. Aujourd'hui, le Gabon a la meilleure école de bois. Lorsque vous arrivez au Gabon, vous avez une école spécialement pour enseigner le bois à nos petits frères qui viendront après. Et c'est apprécié. Je pense que le Congo va suivre l'exemple, comme vous-même vous avez dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait pour insister sur le reboisement? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la forêt durable. Et j'associe cela au réchauffement climatique, parce que ça va de pair. Parce qu'il faut reboiser. Et nos États doivent mettre... Quel est l'accent, Madame le ministre? Qu'est-ce que vous faites pour que le reboisement soit effectif par nous, les forestiers? Parce que c'est nous qui coupons les bois. Nous devons faire le reboisement pour que les générations futures ne souffrent pas. C'est la question que je pose. Merci. Merci déjà pour vos compliments. Merci également d'insister sur l'exemple du Gabon. Nous, on n'a pas honte de suivre cet exemple. J'ai même dit que le Gabon a souffert pendant 8 ans avant de mettre en œuvre pour que ça réussisse. Nous, on ne va pas recréer la roue. On ne va pas recréer la roue, mais nous allons suivre ce qui est bien fait au Gabon. S'il faut améliorer aussi, on va améliorer. Nous sommes allés dans le cadre, nous avons dans la salle aussi nos collègues de FRM qui sont là. Nous avons fait aussi sur la base de la comparaison de ce qui s'est fait au Gabon, le nombre d'années que cela a pris pour monter en puissance. Nous sommes allés sur cette base-là. Nous avons pris aussi exemple sur le pétrole, qui est un élément, une ressource naturelle pour laquelle le Congo déjà a mis un système de partage de production. Donc, nous allons sur des exemples qui sont là. Nous prenons ce qui est bon, ce qui n'a pas marché. Ça nous permet d'aller plus vite par rapport à nos collègues du Gabon qui ont passé plus de 8 ans pour la mise en œuvre. Et aujourd'hui, comme vous le dites, c'est un exemple pour nous tous. Deuxième chose, je voulais vous dire, oui, tous les pays du bassin du Congo, vous le savez bien, le pays de la CEMAC ont décidé que d'ici à 2023, nous devons arrêter l'exportation de grumes. Donc, nous menons aussi des politiques à travers la Comifac. Nous menons une harmonisation de nos politiques dans la sous-région. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas parce que le Gabon a fait, le Congo, mais les pays de la Comifac suivent les exemples des autres. Et je crois que nous pensons à une harmonisation des politiques dans la sous-région. Troisièmement, sur les plantations forestières, le Congo a une longue expérience. La dernière fois, je ne voulais pas prendre la parole parce que mon directeur de cabinet avait déjà pris la parole dans le cadre du projet mené par notre ami Doucet sur les enrichissements forestiers. Mais au Congo, nous avons commencé les enrichissements depuis 1998.
avec des espèces locales. Nous avons fait des essais en Léon sur les concessions dégradées. Et ça a été un exemple, ça a été une expérience qui a donné des très bons résultats. Et là, nous voulons continuer ces expériences-là. Nous avons en effet un grand programme national d'afforestation et de reboisement avec un objectif d'1 million d'hectares, mais en savane. Ça, c'est en savane pour répondre aux besoins d'approvisionnement de nos grandes villes en bois énergie. Mais l'autre côté, ce que vous évoquez, vous, nous avons même essayé avec nos partenaires, les concessionnaires, avec nos partenaires, de leur dire, on a appelé ça les UPARA, donc les unités d'aménagement et de reboisement dans les concessions forestières. C'est-à-dire que nous devions suivre l'exploitation forestière pour enrichir les trouées d'abattage, pour enrichir les voies de bardage et autres. Nous avons fait ces expériences à Pokola, donc, qui ont bien marché dans le sud aussi. Nous avons fait cette expérience. Donc, je pense que nous avons besoin aussi d'un engagement des partenaires, parce que nous avons eu du mal à ce que les partenaires forestiers, ils se disent que ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur métier d'aller planter les arbres. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses changent. Nous sommes bien conscients que la forêt va nous aider dans un combat qui est le changement climatique et que nos pays sont vraiment vulnérables. Et je crois que nous devons participer à cela. Et nous trouverons d'autres moyens si jamais nos partenaires forestiers ne veulent pas nous accompagner dans ce sens-là. Nous trouverons d'autres moyens pour faire de l'enrichissement forestier parce que moi, j'y crois beaucoup. Madame la ministre, j'ai une question technique dans un premier temps. Est-ce que vous pourriez clarifier les modalités de partage qui sont envisagées? Est-ce que ça va se passer sur une base financière? Est-ce que le partage sera uniquement sur la production additionnelle, sur les essences nouvelles que vous souhaitez développer? Qu'est-ce que vous pourriez donner un petit peu plus de précision sur ce point? La deuxième question concerne les modalités de promotion des essences que vous souhaitez mettre sur le marché. On est tous bien conscients que l'enjeu de demain, c'est effectivement d'arrêter la pression sur les essences principales, de développer les essences secondaires. Or, aujourd'hui, les entreprises ont du mal à développer ces nouvelles essences. Est-ce que vous comptez sur de nouveaux acteurs qui vont donner de nouveaux marchés, qui vont amener des nouveaux process de transformation? Ou est-ce que cette promotion des essences secondaires sera plutôt le travail de la structure nationale qui doit gérer ce partage de production, ou les deux? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous clarifier ces points-là? Merci beaucoup, Marc, pour ta question. Le partage de production, le principe de partage de production, c'est sur tous les essences. Toutes les essences qui sont produites dans une concession forestière, à travers le VEMA que nous accordons à une société forestière, nous savons, à travers ce volume annuel, nous savons quelle est la matière qui est exploitée chaque année. Et c'est sur cette base-là que nous faisons le partage de production, en ajoutant les finances, parce que je vous ai dit, en amont, c'est l'entreprise forestière qui fait toute la gestion. Donc la base financière vient en amont pour contribuer à l'effort de l'entreprise, l'effort fait par l'entreprise de gérer durablement cette ressource. Donc la base monétaire vient pour payer ce service aux sociétés forestières. Mais le partage est fait sur la base de tout le potentiel que nous avons sur le VEMA produit dans chaque concession forestière. Deuxième question, c'est la valorisation. Nous comptons beaucoup sur les nouveaux acteurs parce que, comme je vous l'ai dit, la transformation plus poussée du bois, c'est pas aujourd'hui. On n'en parle pas seulement aujourd'hui, c'est depuis 20 ans qu'on en parle. L'idée même était partie de là que dans le code forestier, quand on parlait de la transformation plus poussée du bois, le Congo avait exigé que chaque société devait avoir une unité de transformation. C'est pourquoi nous avons lié les deux métiers. L'exploitant n'est pas seulement exploitant, mais en même temps, il est industriel. C'est pourquoi nous avons lié les deux. C'était la volonté d'avoir de la transformation plus poussée du bois. Mais aujourd'hui, moi, je vous assure que je suis arrivée en 2016 au ministère. L'objectif, c'était d'arrêter cette exportation de grumes. Mais je n'ai pas pu. Je suis là depuis 6 ans. Je n'ai pas pu. C'est un échec pour moi. Et donc, nous voulons arriver à cela. C'est-à-dire arriver à ce qui était décidé depuis 2000, depuis 20 ans, que nous devons
arrêter au moins l'exportation de rhum, surtout avec nos partenaires asiatiques qui ont tendance toujours à penser que l'exploitation forestière, c'est pour l'exportation. Nous avons cette bataille à faire. Donc, nous voulons, comme le Gabon, compter sur ces nouveaux acteurs qui vont venir, parce qu'il y a eu vraiment de la résistance avec nos partenaires traditionnels à aller de l'avant. Mais moi, je pense qu'il y a une ouverture quand je vois ce que j'ai vu ce matin dans les stands avec le système d'aboutage. Je l'ai vu déjà au niveau de l'Ikwala Timber, qui sont à 98%, je pense, de rendement matière. Je pense qu'il y a un avenir si nous avons la volonté de le faire. Et oui, allez-y. Allez-y pour me compléter. Je crois qu'il y a Didier, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup. Madame la ministre, je suis Georges Akwa, le coordonnateur FSC pour le bassin du Congo. Déjà, nous aimerions vous remercier et féliciter aussi le Congo parce que notre le Congo est un peu leader en matière de certification forestière avec près de 3 millions de forêts certifiées. Plus de 3. Plus de 3 millions de forêts certifiées dans le bassin du Congo et certainement en Afrique parce que le bassin du Congo mène le peloton sur le continent. Ma première question, c'est nous avons beaucoup été inspirés par l'appellation de votre ministère, ministère de l'économie forestière. Exactement. Et la question que nous nous posons toujours, est-ce que c'est juste une appellation ou bien il y a une idée d'organisation d'une véritable économie forestière et comment cela se structure au-delà de la filière bois? On a des filières des autres produits forestiers non lignés et tous les métiers de forêt, comme on a parlé de l'exemple du Gabon où il y a une école de bois, mais aussi des écoles, par exemple, d'exploitation d'un certain nombre de produits forestiers non lignés, structurer ces filières-là pour qu'il y ait une véritable organisation et structuration de cette filière. Et puis, la nouveauté, c'est la dimension des services écosystémiques qui émerge. Comment on intègre ça dans l'aménagement et la gestion forestière? Qu'est-ce que cela impliquerait pour les concessions? Est-ce qu'on sera toujours dans ce modèle de concession unie ressources ou unie filière ou alors des concessions à multiples objectifs d'aménagement? Ça, c'est d'un. Et puis, la dernière question, c'est est-ce que l'organisation de la filière bois, vous avez parlé du marché, est-ce que les discussions se font au niveau sous-régional aujourd'hui ou bien c'est chaque pays qui veut créer sa zone économique? Est-ce qu'il y a un marché sous-régional et le marché continental? Comment est-ce que le débat se mène en ce moment? Merci infiniment pour vos préoccupations. Oui, oui, c'est pas pour rien que notre ministère s'appelle l'économie forestière. Je voudrais vous dire, avant les années 70, notre pays, la première ressource économique du pays, c'était le bois. Mais très souvent, donc, le peuple est resté avec ce souvenir. Donc, ils attendent l'apport du bois dans l'économie nationale. Nous sommes interpellés chaque fois. Nous sommes interpellés chaque fois. Mais je suis obligée de leur dire, mais dites-moi, quel était le budget du Congo dans les années 70, 68, 65, dans les années 60, disons? Quel était le budget du Congo? Le budget du Congo était de 25 milliards, je vous assure. 25 milliards. Aujourd'hui, après la découverte du pétrole, effectivement, quand on a plus de moyens, on vit opulemment. Donc, le budget du Congo est aujourd'hui à 3 000 milliards. Mais je vous ai dit, et pourtant je vous ai dit, depuis les années 70, notre volume du bois n'a pas bougé. Notre volume du bois n'a pas bougé. Et aujourd'hui, en termes de taxes forestières, je suis à 11 milliards. Ce que moi, sans compter les taxes liées à l'exportation, sans compter les impôts, sans compter les impôts. C'est d'où même la nécessité, c'est pourquoi nous remercions l'Union européenne d'avoir fait le système informatisé qui va nous permettre d'intégrer toutes les informations du secteur dans une base de données qui vont pouvoir me dire aujourd'hui quel est l'apport du secteur dans l'économie nationale ou dans le budget national. Parce qu'on a même des pressions, on a dit, si vous ne contribuez pas à l'économie nationale, on va changer le nom de votre ministère. On va changer le nom de ministère, on va mettre les eaux et forêts comme avant. Mais aujourd'hui, c'est parce que,
effectivement, la ressource bois, c'est une ressource pour laquelle le Congo a besoin de développer son économie. Son économie. Et donc, vous avez raison de le dire. La forêt, nous avons les forêts de production, mais même à l'intérieur de ces forêts de production, vous savez, à travers vous, avec le FSC, nous avons des séries. Nous avons la série de développement communautaire, nous avons la série de production, nous avons même la série de conservation en dehors des parcs nationaux et des aires protégées. Nous avons des séries de conservation, nous avons des séries de recherche. Donc même à ce niveau-là déjà, de la configuration de notre forêt de production, nous avons une multitude de services que nous reconnaissons à ces forêts. Mais non, le bas blesse, effectivement, on a aussi des problèmes. Parce que nous qui sommes ministère de l'économie forestière ou des eaux et forêts, les autres collègues, moi j'ai une bataille auprès de moi, on me dit, mais comment se fait-il que dans le monde, la tonne carbone est à 80-100 $, et ici tu viens me parler, vous venez nous parler de 5 $ la tonne avec la Banque mondiale? Ça pose un problème. Ça pose un réel problème parce que la Banque mondiale nous a financé tout le système RED, le mécanisme RED+. Et en ce temps-là, c'était déjà signé qu'à la fin, je crois que la tonne était à 4 $ quand on a négocié cela. On avait négocié, le ministre avait négocié pour 5 $ avec la Banque mondiale, avec une autre partie du financement du plan d'investissement que nous avons élaboré grâce à ce mécanisme RED+. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus aller devant mon gouvernement pour dire que la tonne, c'est 5 $ parce que c'était un engagement de l'État. On a des difficultés. En ce moment, c'est pourquoi je posais la question hier sur les compensations. Quand le jeune monsieur Pivin avait fait l'exposé hier, c'est pourquoi. Parce qu'effectivement, les gens y pensent. Au Congo, je prends encore un autre exemple. Nous avons des tourbières qui sont des zones qui n'ont jamais été touchées. Avec, vous savez, on parle de 40 milliards de tonnes de carbone. Mais à l'intérieur de ce tourbière, il y a le pétrole. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On exploite le pétrole ou on vend les crédits carbone parce qu'on va les préserver? Qu'est-ce qui va faire gagner le Congo qui veut son développement? Donc, nous sommes devant des problématiques comme ça où nous devons faire la balance entre le changement climatique pour lequel nous avons cru depuis les années 2000, mais qui ne nous amène rien, il faut le dire. 1% de financement viennent vers l'Afrique. 1%. Donc, est-ce que nous allons continuer à faire des efforts de préservation? Et même le FSC, ça aussi c'est un problème. Est-ce que le bois issu des forêts certifiées a plus de valeur que le bois non certifié? Là aussi la question se pose. Donc, si nous allons vers ces efforts, il faut effectivement compenser ces efforts à travers des financements. Mais si quelqu'un, une concession forestière qui certifie sa concession et une autre qui ne certifie pas, s'ils sont sur le même pied d'égalité sur un marché, bon, les autres ne trouvent pas nécessairement l'intérêt d'aller faire la certification. Donc, ce sont des questions pour lesquelles nous devons mener des vraies réflexions entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Nous devons parler de ces questions-là. Nous devons parler de ces questions pour qu'on trouve, parce que le temps est arrivé de trouver des solutions. Parce que sinon, si nous continuons à avoir la pauvreté dans nos zones de conservation, d'exploitation forestière, ce sont les populations qui vont être les premières qui vont commencer à couper n'importe comment du bois et nous ne voulons pas y arriver. Nous voulons continuer à être leaders en matière de gestion durable des forêts. Ouais. Benoît, c'est Benoît. Il y avait monsieur là. Merci Madame la Ministre pour votre exposé qui était très clair. Et, je voudrais vous poser une question sur la valorisation des espèces dites secondaires. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Et votre recommandation de valoriser plus d'espèces est confirmée, je vais dire, par les résultats de nos dispositifs de terrain, notamment ceux qui sont installés dans le Nord Congo et les dispositifs P3FAC. Donc il faut effectivement valoriser d'autres espèces pour pallier au manque
qui va venir suite à une diminution des productions des espèces traditionnelles. Alors, le fait de diversifier, est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir un impact sur le couvert forestier plus important? Si aujourd'hui, on a une exploitation peut-être d'1 pied par hectare, si on passe à 3-4 pieds par hectare, on va peut-être passer d'un impact sur le couvert forestier de 7% à 15 ou 20%. Est-ce que vous prévoyez des mesures qui visent à limiter cet impact, je ne sais pas, en termes de nombre maximum de pieds ou d'un volume maximum de pieds, ou des opérations de restauration, d'enrichissement forestier pour compenser cet impact sur le couvert forestier? Merci beaucoup, Jean-Louis. Cette possibilité dont je parle, c'est en prenant en compte les FIR, l'exploitation à faible impact. Donc, 1 à 3 arbres au plus à l'hectare. Ouais. Donc, et puis, vous le savez, comme moi, on a besoin de cette exploitation pour une régénération naturelle des forêts. On a besoin de ça. Madame la ministre, merci de me céder un peu la parole. On s'est rencontrés pour la première fois il y a quelques instants au détour d'un stand et on s'est parlé longuement sur la diversification, l'utilisation des bois divers dans la finalité. Vous avez parlé tout à l'heure de la partie en amont. Moi, je suis depuis 30 ans dans la partie aval. Donc, je suis en contact permanent avec des industriels. Aujourd'hui, la volonté passée a été d'écouter les industriels et de leur fournir ce qu'ils souhaitent. Ma démarche est totalement différente aujourd'hui, c'est de dire, nous, en tant que producteurs forestiers, la diversification est primordiale. Et mon rôle, depuis ce temps, est d'aiguiller et d'informer des industriels européens vers des nouvelles essences de bois. Il existe aujourd'hui des procédés qui permettent d'améliorer la durabilité sur des essences dites faibles ou pas durables, par des procédés thermiques entre autres ou autres. Et aussi, il y a des essences qui permettent aujourd'hui d'être utilisées sous différentes formes dans la fabrication finale de menuiserie ou de meubles divers, quoi. Donc moi, je suis un grand acteur de ça et je rencontre malheureusement sur le terrain peu de gens qui soient qualifiés pour pouvoir expliquer ça aux industriels européens. Ça, c'est un peu une grande lacune et je demande aujourd'hui à tous les partenaires qui travaillent dans le secteur des bois africains de remettre à niveau leur personnel afin qu'ils puissent transmettre un message vers les industriels qui ne soit pas un message vieux, poussiéreux et inhabituel. Voilà, ça c'est ma démarche. Merci infiniment. Je profite de cela pour dire que nous avons dit nous avons besoin de plus de technologie sur nos territoires, car nous avons besoin de la caractérisation de ces bois. Donc nous sommes preneurs de laboratoires de caractérisation, nous sommes preneurs des nouvelles technologies dans nos pays. Je l'ai dit aussi que nous sommes devant des partenaires qui sont réfractaires parce qu'ils vivent bien leur vie. Avec les marchés qu'ils ont, ils n'ont pas besoin de se casser la tête pour aller chercher d'autres marchés. Nos partenaires vivent bien leur vie. Mais nous, aujourd'hui, je ne peux pas continuer à m'appeler ministère de l'économie forestière et aller verser 11 milliards au trésor et de dire que la ressource forêt peut bien faire vivre mon pays. Je ne peux plus continuer. Oui, merci Madame la Ministre. Je suis M. Nguep, président du groupement de la filière bois du Cameroun. Je voudrais poser justement des problèmes. Lorsqu'on a interdit l'exportation des grumes, en fait, tout ça c'est vieux de 20 ans. Et que, bon, on a continué à exporter même beaucoup plus des essences de promotion. Aujourd'hui, nous décidons de ne plus exporter parce que nous voulons de la valeur ajoutée. C'est une bonne chose en soi. Mais au niveau du Cameroun, nous avions saisi l'administration parce qu'il y avait un certain nombre de préalables. Et je sais que nos préalables sont... Ça ressemble. Voilà, c'est pareil au Cameroun, au Congo et tout. Le problème de l'énergie. Le problème de l'énergie, déjà en quantité et même en qualité. Parce que jusqu'à maintenant, les productions, pour la plupart, on les fait avec les générateurs. Ce n'est pas une source d'énergie compétitive. Ça rend plus cher le produit. Également, il y a des problèmes de formation. Nous voulons consommer nos produits chez nous. Ce qui est vrai pour le cacao, ça l'est aussi vrai dans le domaine secteur bois.
c'est les opérateurs, parce que je suis opérateur, je suis exploitant forestier. C'est nous qui nous battons à former. Il y a des métiers. Il y a un métier tel que l'affûteur. Il y avait une seule école dans tout le bassin du Congo qui était en Konsamba, qui est fermée. Et donc maintenant, tout le monde est... Or, la formation, c'est une fonction régalienne de l'État. C'est vrai, l'État ne doit pas tout faire. Nous devons venir qu'en appui et accorder des stages et des formations. Nous avions des lacunes à ce niveau. Vous et moi, même personnellement, trouvez un bon artisan qui vous fait une bonne porte, et ainsi de suite. Et en matière d'énergie, effectivement, vous aviez dit une chose très intéressante, à savoir que l'exploitant forestier n'est pas forcément l'industriel. C'est-à-dire, en fait, on a fait de nos lois, on a fait de l'exploitant forestier l'industriel, en oubliant d'autres corps de métier. Aujourd'hui, le Gabon a expérimenté, c'est une bonne chose, mais dites-vous qu'un industriel ne viendrait pas s'installer. Vous savez que des machines pour faire les portes en série, c'est des machines avec des programmes. Or, avec des courants alternatifs et tout, on risque d'avoir des problèmes. Je ne sais pas, au Congo, comme au Cameroun, ce qu'on pense par rapport à ça, parce que pour nous, nous estimons que c'est un préalable. Oui, bien sûr. Autre chose, nous avions demandé au Cameroun que le bois qui doit être consommé localement soit défiscalisé. Parce que nos populations se plaignent également que voilà, nous avons tout le bois, mais nous avions des difficultés à l'accès du bois. Mais vous savez que tous les inspecteurs des régies financières n'aiment pas entendre ce qu'on appelle l'exonération. Et d'autant plus que vous savez, nos ministères, le ministère de Forêt, c'est le ministère à la verticale. À la verticale. Parce qu'en fait, la direction de la transformation, ce qui fait. On ne nous a jamais considérés comme industriels au niveau du ministère de l'Industrie. Chez nous aussi. Donc, et puis vous voyez donc toutes les mesures d'accompagnement, c'est généralement les industriels. C'est dans cette optique que nous avions saisi le ministre des Finances qui a donné donc l'exonération totale sur toutes les machines de la filière bois. Bravo. Je voudrais donc savoir quels sont les préalables, effectivement ces préalables-là, comment le Congo compte s'y prendre. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci pour ces informations. Merci infiniment. Non, nous, le Congo, nous sommes allés très loin parce qu'on avait créé un fonds pour l'appui à nos industriels locaux. Nous avons créé un fonds dans le temps pour l'appui aux industriels locaux. Mais ce que nous remarquons aussi, que ce sont nos partenaires locaux qui sont les premiers à ne pas respecter les lois. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. On ne peut pas. Donc, c'est la bataille que nous avons. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis en train de signer des lettres de mise en demeure pour que tout le monde se mette. Ceux qui ne veulent pas faire l'aménagement forestier, ceux qui ne veulent pas faire la certification, bon, ils n'ont qu'à nous laisser avec les partenaires qui veulent suivre. Parce qu'on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Deuxième chose, quelles sont les mesures d'accompagnement? Ce sont les zones économiques spéciales, complètement défiscalisées. Défiscalisées. Et c'est pourquoi c'est là-dedans que nous allons mettre des centrales d'achat pour ceux qui sont des locaux et qui veulent s'approvisionner en bois et qui va permettre aussi ce niveau concurrentiel avec les autres. Donc, M. Tati, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, non, ça va. Merci Madame la Ministre, avec votre permission. Non, juste insister sur un aspect que vous avez évoqué dans la toute première question qui a été posée par Monsieur Benoît Jouvet-Duval concernant le risque qu'il y aurait à implémenter le partage de production par rapport à la gestion durable. Madame a donné une réponse, je pense qu'elle a satisfait tout le monde ici. Je voulais juste insister sur un aspect pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'aller couper vraiment des essences qui n'existent pas dans les VMA. Je pense que Madame l'a dit. Les sociétés se sont engagées pour des VMA bien connus. Donc sur une liste d'essences connues. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'ils coupent un nombre qu'on a rappelé ici. Donc il y a du bois qui reste sur pied, qui fait partie du VMA. Donc si on veut aller les pousser à couper le maximum des bois qui sont répertoriés dans le VMA,
en quoi cela représenterait un risque par rapport à la gestion durable, puisque c'est déjà, on a déjà la norme, le VMA c'est une norme d'aménagement. Donc c'est juste pour assurer les uns et les autres qu'il n'y a pas un supplément qu'on va encore aller couper pour comme qui dirait, faire des coupes rases en forêt. C'est pas ce qu'on va faire. C'est sur la base des données d'inventaire, des données d'aménagement. Je tenais vraiment à donner juste ces détails-là par rapport à... Oui. Merci, Madame la Ministre. Je voudrais joindre ma voix à toutes celles qui vous ont félicité pour la pertinence et la clarté de votre exposé. Et je voudrais exprimer quelques préoccupations. Monsieur Nkié Martin, je viens du secteur privé au Cameroun. Je voudrais emboîter le pas à mon prédécesseur concernant les doutes, n'est-ce pas, qui sont partagés au niveau de notre pays, le Cameroun, par rapport à cette mesure d'arrêt de l'exportation des grumes. Je pense que la première échéance était fixée en janvier 2022. On l'a prorogée. Non, 2023. La première. 2023. Maintenant, la nouvelle, c'est 2023. Nous sommes en juin. Est-ce que, Madame le ministre, vous pensez que cette mesure elle est réaliste? Est-ce que je peux répondre à cela? Est-ce que je peux répondre juste à ce niveau-là? Allez-y, madame. Chaque pays est souverain. Donc, ce n'est pas parce que c'est une mesure CEMAC, mais chaque pays prendra les lois en temps opportun. Je peux dire vous comprendre parce qu'il y a pas mal de choses qui nous inquiètent un peu. Mon collègue a évoqué le déficit énergétique qui est une réalité. Il y a également les besoins de formation, mais également le fait que l'exploitation des grumes, c'est l'une des sources les plus importantes en matière de recettes publiques. Et donc, c'est d'abord la trésorerie des sociétés et c'est également la source la plus importante au niveau des recettes forestières dans notre pays. Donc, une telle mesure, comment est-ce que les compensations peuvent être envisagées? Encore que ça présage de ce qu'il y aura une divergence des positions par rapport au ministère des Finances qui recherche des ressources, n'est-ce pas, des anciennes recettes, des recettes traditionnelles. Dès lors qu'on a une innovation, comment est-ce qu'on va compenser cela? Je pense qu'au niveau du Cameroun, le débat n'est pas tout à fait clarifié de ce côté-là. Je crois qu'il y a un impératif, n'est-ce pas, à trouver une compensation à cela. C'est pour ça que les doutes par rapport à l'échéance semblent de plus en plus, n'est-ce pas, se renforcer. Je venais également poser des questions par rapport aux dispositions juridiques qui ont été mises en place dans votre politique concernant la participation des collectivités dans la gestion forestière et les communautés. Et donc, j'ai entendu beaucoup plus parler des concessions forestières, mais on dirait que cette catégorie d'opérateurs n'est pas prise en compte dans votre politique. Et je voudrais vraiment comprendre qu'est-ce qui est fait à votre niveau. Pour autant que nous convoquons un peu le principe d'harmonisation des politiques dans la sous-région. Au Cameroun, on parle de forêt communautaire, on parle de forêt communale. Donc, je voudrais connaître un peu ce qui est pris comme disposition à votre niveau. Dès lors que vous avez un marché intérieur du bois développé, et je pense que cette catégorie d'acteurs pouvait s'investir de ce côté-là. Question d'impliquer ces acteurs également la gestion forestière. J'ai une dernière préoccupation concernant aussi la différence qui est faite entre les sociétés certifiées et non certifiées. Et je crois que vous avez introduit la certification dans la loi actuelle. Et donc, étant donné que la certification est purement volontaire, je voudrais connaître les mesures qui ont été prises pour qu'on amène tous les opérateurs à migrer vers la certification. Est-ce qu'il y a des mesures incitatives, plus précisément? Je pense à la fiscalité, je pense qui est basée sur le principe bonus-malus qui a été adopté chez nous au Cameroun. Donc, je voudrais vraiment, madame, sans être exhaustif, parce que j'en ai tellement... Mais je m'arrête à ce niveau-là, madame la ministre. Nous allons continuer à discuter avec vous. Nous sommes de la sous-région. Je crois que vous devez participer à ces échanges-là que nous avons pour notre sous-région. Mais je pense que le Gabon est un exemple que nous pouvons prendre. Vraiment. Allez-y, demandez le bon café, le Gabon,
après la zone économique en termes économiques. Allez-y, vous renseignez. Moi, je suis toujours étonnée quand le ministre Ly nous donne ces informations-là en termes d'emploi, en termes économiques, des ressources qui viennent du secteur. Moi, je vous ai dit, le Congo, les taxes forestières, c'est 11 milliards. Un pays ne peut pas vivre des 11 milliards de francs, sans compter les autres, effectivement, je vous ai dit, les autres taxes douanières ou autres. Un pays ne peut pas compter sur ces taxes forestières. C'est pas ça qui fait vivre le Congo. Mais le bois est une source importante. Je vous l'ai dit, dans le temps, l'économie était basée sur le bois. C'était la première économie du pays avant la découverte du pétrole. Donc, moi, je pense que nous pouvons faire des efforts. Nous n'avons pas prévu de mesures de bonus-malus, comme vous le dites, ou bien d'incitation. Nous pensons que quand une société a déjà valorisé mieux sa ressource, donc augmente sa production, une société qui peut avoir des marchés, parce que c'est une société parce que c'est ce qu'on avait à Séoul avec ma chère Thaïs, on a dit, qu'est-ce qu'on appelle le bois durable finalement? Est-ce que quand moi, en tant que ministre, j'ai signé une convention avec une société, le bois qui sort n'est pas durable? Illégal, je veux dire. Est-ce qu'il n'est pas légal ce bois-là? Puisque moi, en tant que gouvernement, j'ai donné l'accès à la ressource, légalement, à travers la convention. Est-ce que ce n'est pas du bois légal? Ensuite, quelqu'un qui a fait un plan d'aménagement, est-ce que ce n'est pas du bois légal? C'est pourquoi c'est où nous avons dit, avant de continuer la démarche, nous devons d'abord définir qu'est-ce que nous appelons bois durable. En ce moment, nous allons savoir qu'une société qui a une convention, même si elle exploite dans sa convention signée avec un État, n'a pas un bois légal. Ou une société qui a un plan d'aménagement n'a pas un bois légal, ou il faut que ça soit certifié. Mais nous encourageons à cause de tout ce que nous avons vécu au niveau mondial, où très souvent on pointe du bois, on pointe du doigt le bois tropical parce qu'il serait issu d'une exploitation illégale. C'est ça qui fait que nous voulons que nos artisans soient au même niveau pour que les produits de nos pays aillent vers et l'ouverture sur les marchés internationaux. C'est ça surtout qui nous anime. Maintenant, les problèmes de... vous savez, le Cameroun et le Congo, la différence, c'est que la démographie du Cameroun n'est pas comparable à la démographie du Congo. Nous sommes que 5 millions d'habitants. Maintenant, dans le cas des plans d'aménagement, nous avons mis les 5 séries que j'ai évoquées ici. Il y a la série de développement communautaire qui doit être développée par les communautés locales. Il y a le fait que chaque concessionnaire paye 200 francs par mètre cube de bois exploité, versé dans un fonds de développement local, géré par les communautés elles-mêmes. Donc tout ça, c'est fait dans le sens de donner la possibilité à ces communautés de se prendre en charge et d'avoir des activités génératrices de revenus. Mais il y a une faiblesse liée à ce que le collègue a dit, la formation, il faut les former, parce qu'on peut avoir une petite forêt. Si on n'a pas une petite unité, moi j'ai vu au Brésil comment les communautés avaient leur usine gérée durablement. Ce n'est pas parce que c'était la communauté locale, mais gérée durablement, ils avaient leur usine, ils exportaient le bois et ainsi de suite, et les produits forestiers. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Maintenant, la notion de forêt communautaire n'est pas la même au Cameroun que chez nous. Parce que chez nous, toutes les forêts appartiennent à l'État. Chez vous, au Cameroun, vous avez les forêts qui appartiennent à des communautés, Ce n'est pas la même notion. C'est pourquoi je parlais de la souveraineté de chaque pays. Et chaque pays devra adapter sa loi selon ses particularités. Merci, Madame la Ministre, et félicitations pour votre brillant exposé. Je suis Léonce Médégué, acteur de la formation professionnelle au Gabon. Je voudrais surtout intervenir par rapport à la question de la formation, parce que c'est souvent surprenant dans nos pays de parler de l'industrialisation de la filière bois, et sans mettre l'accent sur la formation. Parce que je pense que tous les industriels du monde s'accordent pour dire que l'affûtage, c'est le cœur de l'industrie du bois. Et nos pays souffrent du manque d'affûteurs parce que les établissements de formation dont disposent nos pays ne proposent pas des offres de formation.
je suis un peu surpris que mon ami à côté dise que c'est déjà fermé. Or, nous, au Gabon, les meilleurs affûteurs, nous les prenons au Cameroun. Et le Gabon n'a pas une structure de formation qui propose des offres de formation en affûtage. Et c'est un peu suicidaire pour l'industrie du bois. Et je voudrais un peu revenir pour actualiser l'information. Vous avez dit tout à l'heure que le Gabon a la meilleure école de bois. Oui, mais le président de la République a eu une grande vision, une bonne vision, et elle a commencé à être mise en œuvre. C'est bien de prendre l'exemple du Gabon, mais ce serait mieux pour le Congo de tirer aussi profit des erreurs du Gabon. Et l'une des erreurs, c'est que le Gabon n'a pas su tirer profit du capital compétences qu'il dispose en matière de formateurs. Lorsque la décision d'interdiction d'exportation des grumes est prise au Gabon, le président de la République prend la décision de former les Gabonais. Et il signe un partenariat avec la Confédération helvétique, la Suisse. Et je fais partie des Gabonais qui ont été formés en Suisse. J'ai fait 2 ans. Et le but, c'était, au retour, de gérer l'école supérieure des métiers du bois de Boué. Et qui devait vraiment fonctionner dans le modèle de l'école de Boué de Nantes. Et malheureusement, comme vous le savez, jusqu'à ce jour, pour information, l'école est en arrêt de travaux. Et jusqu'à ce jour, la zone économique se développe. Les formateurs qui ont été formés en Suisse n'ont pas accès à cette zone pour des formations. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un industriel indien qui est dans la zone économique. Ils sont obligés de repartir chez eux pour avoir des affûteurs. En fait, lorsque j'ai échangé avec lui, je lui ai donné la démarche du Gabon qui allait puiser au Cameroun des affûteurs. Mais je suis un peu étonné de la nouvelle information. Ça veut dire que c'est finalement les problèmes de formation dans l'industrialisation de la filière bois en Afrique, c'est un problème sous-régional. Je suis d'accord. Et je suis sceptique de croire que nous aurons une véritable politique d'industrialisation de la filière bois dans nos pays en négligeant les aspects de formation. Donc ma question est de savoir quelle est votre approche de développement des compétences et de développement des métiers de l'industrie du bois dans votre pays. C'est le partage de production. Parce que l'État s'est détourné de l'exploitation forestière. L'État s'est détourné de l'industrie forestière. Comment l'État va former? Il est ce problème-là aux partenaires privés qui arrivent dans nos pays. C'est ça le grand problème. C'est ça. Si le problème se posait réellement devant moi, gouvernant que je suis, j'ai une unité d'exploitation, j'ai pas de compétences, j'ai une unité d'industrialisation, j'ai pas de compétences, je vais y penser. Nous pensons que c'est cela le point faible. Le point faible, c'est celui-là. Donc, c'est pourquoi le partage de production chez nous, je l'ai dit, c'est une occasion de ramener la compétence dans notre pays et la technique dans notre pays. Parce que les autres, c'est facile, ils peuvent recruter ailleurs. Mais nous, le chômage, pendant ce temps, les jeunes font des mouvements, ils veulent avoir de l'emploi. Moi, par exemple, même, je dis, j'ai un vivier des finalistes de l'université. Je suis enseignante à l'université Mariangouabi et je prends les listes de finalistes chaque année. J'ai fait un vivier. Mais quand je dis à nos partenaires, il faut prendre ces jeunes-là, les former, on te dit un appel d'offres, 5 ans d'expérience. Il va avoir 5 ans. Il n'a jamais travaillé. Il ne va pas avoir 5 ans d'expérience. Donc, il est laissé sur la route. C'est le problème que nous avons dans nos pays. On s'est désengagé. On s'est désengagé et de l'exploitation et de l'industrie. Ça existait, ces compétences. Ça existait. Mais c'était un choix de nos pays de se désengager, certainement avec aussi le conseil des partenaires internationaux, la Banque mondiale avec des politiques d'ajustement structurel qui nous ont dit il faut arrêter de recruter, il faut que toutes les sociétés soient privatisées. C'est ça la conséquence aujourd'hui, le fossé que nous vivons
Pas seulement dans le monde de la production, mais aussi dans nos administrations, mon cher frère. Même dans les administrations. J'ai des problèmes, moi. Quand on dit pour nommer un directeur, il faut qu'il soit fonctionnaire. J'en ai pas des fonctionnaires. Pour nommer un DG, il faut qu'il soit fonctionnaire. J'en ai pas. Parce que la plupart partent à la retraite et j'ai un véritable fossé. Et quand je dis aux partenaires, c'est eux qui décident qui veulent recruter. Ce n'est pas toujours évident qu'ils aillent prendre vos jeunes parce qu'ils veulent 5 ans d'expérience et autres. C'est un véritable problème que nous avons dans notre sous-région. Vous avez raison de l'évoquer. Merci Madame le ministre. Je voudrais vous saluer. Et sans être trop long sur ça, vous avez fait une brillante présentation. Je suis Boubacar Ben Salah. Je suis le président des industriels de la Côte d'Ivoire. Quand je vous ai écouté, j'ai revécu mon pays 20 ans en arrière. Effectivement, la Côte d'Ivoire aussi, son développement d'abord, c'était le bois. C'était la première source. C'est le bois qui alimentait le budget. Et après, on a développé la cacaoculture, etc. Je ne reviens pas dessus. Et on a mis un retard de 10 ans avant d'arrêter l'exploitation de grumes. On le paye cash aujourd'hui. On n'a plus de forêt. Dû parce qu'il faut toucher les sensibilités. Et je voudrais ici saluer, il y a un monsieur qui a le vert rouge, qui a fait une intervention qui m'a vraiment marqué. Vous savez, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est le marché qui dicte un peu les orientations des choses. Et donc, la première des choses, c'est d'arriver à communiquer bien avec le marché, pour leur faire comprendre un certain nombre de choses, notamment sur la valorisation des essences peu connues. Je commence par là. En Côte d'Ivoire, on avait un bois qui s'appelle le Dabema, qu'on trouve certainement au Congo. Mais quand on a terminé, on a fini de bouffer, comme on dit, pour être brutal, notre Iroko qui était prisé, qui était vendu partout, on a commencé à faire du marketing au niveau sociologique, psychologique, pour que les gens comprennent que le Dabema pouvait suppléer dans certaines... Et aujourd'hui, ça marche. Donc, il y a, comme il a dit, il y a un besoin énorme de communication et d'information pour sensibiliser le marché. Donc, je voudrais sincèrement vous dire que vous avez pris des bonnes initiatives. Il faut y aller. Mais le président Oufoué, notre premier président, a dit toujours que la formation précède le développement. Et que la route aussi précède le développement. Et moi, je me rappelle, j'ai eu, enfin, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, de l'école primaire jusqu'à ma terminale, où j'ai eu mon bac pour venir en France pour faire mes études supérieures. J'ai eu que des Européens comme professeurs. Et le président Oufoué avait anticipé pendant 10 ans pour dire il faut former des Ivoiriens. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait à côté de ses coopérants, et puis il avait ouvert l'école nationale supérieure. Il avait tout préparé. Donc, pour vous faire bref, il faut que vous préparez. Si vous ne préparez pas, ça n'ira pas, parce qu'il faut préparer le terrain, il faut préparer la formation précède l'industrialisation. Dans tous les cas, nous, on a plusieurs industries en Côte d'Ivoire. Si on ferme, on va envoyer les affûteurs au Gabon. Je ne vais pas citer de au Congo aussi. Je vais pas citer de société. Nous, on a une école de formation d'affûteurs. Ah oui. Et moi, il y a des sociétés qui étaient au Gabon, qui, quand ils avaient besoin d'affûteurs, j'en ai envoyé. J'ai envoyé des Ivoiriens au Gabon. Il a bien raison. Donc, pensez-y. Bien sûr. Ça n'empêche pas de mettre en œuvre toute la politique, mais il faut qu'à côté de l'État investisse dans la formation. Je suis d'accord avec vous. Et ça, je voudrais savoir par rapport au code forestier du Congo. Nous, on a fait un nouveau code forestier en 2019 qui a été promulgué, et dans lequel nous avons effectivement mis des nouveaux métiers du bois. Parce qu'il y a des nouveaux métiers qui naissent. Parce que c'est sûr, vous avez dit quelque chose qui est vrai, madame. Les Européens, les Asiatiques, qui ont déjà un marché qui fonctionne avec une essence. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils se cassent la tête pour aller encore chercher des essences alternatives? Non. Mais c'est à nous d'aller vers eux, de leur expliquer, d'aller créer des situations. Ce n'est pas de leur faute, et je les comprends. Tout est une affaire d'économie. Donc il faut que nous communiquons. Et je pense que la TIBT est une plateforme essentielle qu'il faut utiliser. Et la TIBT le fait très bien pour communiquer sur ces bois-là. Une fois qu'on aura les fiches mécaniques des essences, on va le faire. Donc vraiment, moi je vous encourage. Bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et j'ai eu un problème que j'ai saisi, Benoît, sur les redevances industrielles en Côte d'Ivoire. Et je vais terminer par là. Et quand j'ai rencontré le ministre du budget, il m'a dit comme ça, il m'a dit, oui, c'est vrai que dans les années 60, c'était vous le bois, mais aujourd'hui, vous pesez combien? Allez dans votre sens. Bien sûr. Ce sont les réalités, ce sont les chiffres, ça parle d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il m'a dit, vous pesez combien? À la limite,
une façon de me dire, mais si on arrête l'exportation en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça fait? Exactement. Qu'est-ce que ça fait? C'est ce qu'on me dit. Ça n'empêchera pas la Côte d'Ivoire de vivre. Exactement. On a d'autres ressources. Donc c'est ce qu'il Moi, m'a dit. j'entends ça. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, monsieur le ministre, oui, mais vous n'avez pas pris en compte toutes les dimensions. Eh oui. J'ai dit, la forêt protège de la maladie. La forêt protège de l'exode rural. La forêt protège de beaucoup de choses comme ça, de l'environnement. On capte. Et ce sont le désenclavement. C'est l'exode rural en Afrique, c'est un problème majeur. Et donc j'ai dit, vous avez fait un calcul arithmétique, mais c'est pas ça qu'il faut voir. Exactement. Il y a un calcul environnemental, un calcul écosystémique, il y a un calcul social. Donc je lui ai démontré. Mais il faut qu'il ait la volonté d'écouter tout ça. Mais il a écouté. Et au final, il était en Chine, qui m'a appelé, il m'a dit, le président, vous avez raison. Il a revu à la baisse la taxe sur la redevance d'occupation de terres industrielles. Parce qu'on était monté jusqu'à 3 000, il nous a ramené à 800 francs. On ne pourrait pas vivre. Donc il y a des réalités. En tout cas, moi, je vous encourage à persister et effectivement à travailler avec vos pays. Et puis, en tout cas, la Côte d'Ivoire reste ouverte. Et puis, pour échanger avec vous sur son expérience. Parce que nous avons une expérience à partager avec l'ensemble des Africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bras tendu, cette main tendue. Merci beaucoup. Benoît, je crois que c'est là la conclusion. Nous avons ces plateformes de discussion pour qu'on trouve des solutions ensemble pour aller vers l'avant. Le Congo n'a jamais travaillé seul. Dans le cadre du reboisement, on a été avec le CIRAD depuis les années 50. Dans le cadre de l'aménagement forestier, on était accompagnés. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés par le FRM. Dans le cadre de cette étude, nous allons continuer à dialoguer pour trouver quelle est la meilleure façon de faire notre gestion pour que la gestion durable des forêts réponde à ce triptyque, comme je le disais, la préservation de l'environnement, mais aussi le niveau économique, parce que sinon, on nous dit qu'on ne doit pas exister, et aussi, à la fin, le social, parce que les populations qui vivent autour et nos jeunes qui sortent des écoles, s'ils n'ont pas d'emploi dans ce secteur, ça ne sert à rien. Donc voilà, Benoît, je vous remercie tous pour l'intérêt que vous avez accordé à ce sujet très passionnant encore. Je crois que nous avons encore des forats qui vont nous permettre de continuer à discuter là-dessus. Et merci, vos idées aussi, nous avons pris en compte et nous allons revenir vers vous pour que chacun puisse apporter sa contribution. Merci à vous. Bon. Madame la ministre, un grand merci pour votre animation et pour votre venue au cours de ce panel. Je vais tirer parti juste de quelque chose qui a été dit par notre ami Bertrand Faucon, qui est l'appui au programme marketing de la TIBT, parce que parler partage de production, c'est parler LKTS, hein, on est d'accord. Il disait ce matin, les LKTS, c'est comme les énergies renouvelables face aux énergies fossiles. C'est quand on n'a plus d'énergie fossile qu'on se tourne vraiment vers les énergies renouvelables. Mais là, le moment est venu, il ne faut pas laisser trop nous laisser dépasser. Madame la ministre, merci beaucoup au nom de tous nos partenaires, tous nos amis, au nom de la TIBT. Monsieur le directeur de cabinet, vous siégez au conseil d'administration de la TIBT. On continuera certainement de parler partage de production aussi ici. Merci à tous. Et puis, il y a peut-être encore quelques questions qui voulaient être posées. Peut-être qu'en off, autour du café, on peut continuer. Merci. Je vais offrir à Madame la ministre un stylo. C'est pas celui-là. Je ne fais pas la promotion du plastique. Le budget de la TIBT me fait acheter des stylos en plastique parfois. Ah. Non. Voilà. Je vais demander à Jean-Louis Doucet de venir te l'offrir. C'est un stylo qui est fait en une essence LKTS, dont le design vient de Robin Doucet, le fils de Jean-Louis. Et nous en avons un pour chaque membre du conseil d'administration de la TIBT. Et le premier, on voulait vous l'offrir. Hein. Voilà, Jean-Louis, je te laisse l'offrir à Madame la ministre. Madame la ministre.
c'est fait dans le cadre d'un de nos projets avec la TIBT qui s'appelle EBVAL et qui permet de valoriser différentes espèces. Parmi ces espèces, vous avez l'Omvong. Et donc il y a des propriétés tout à fait similaires finalement à l'azobé qui devient de plus en plus rare. Et dans les efforts de marketing, c'est vrai que le terme Omvong n'est pas connu sur le marché international, mais il est très similaire finalement à l'IP. Et en termes de marketing, la bonne idée serait l'appeler d'IP d'Afrique. Voilà, et là je suis sûr que ça pourrait marcher. Merci. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci.